Bien, restez, après ce vaste programme entre désirabilité, durabilité, sujet des assurances, etc., on va vous proposer d'aller faire un petit tour du côté des gares, puisqu'effectivement, pour cette table ronde, l'idée c'était de se focaliser sur potentiellement des fonciers stratégiques et prioritaires dans un contexte effectivement de décarbonation, de zéro artificialisation nette, de changement climatique, en se disant que ces fonciers pouvaient être finalement le vecteur d'un certain nombre de nouveaux aménagements, de centralité réaffirmée, et également porteur d'un aménagement du territoire repensé aussi peut-être à une échelle nationale différemment. D'où le fait donc que ces fonciers sont potentiellement des priorités. On l'a potentiellement vu avec le sujet d'Action Cœur de Ville, deuxième phase, qui cible effectivement ces fonciers-là. Voilà. Par contre, effectivement, on sent qu'il y a quand même plusieurs enjeux et défis autour de ces fonciers, puisqu'on est quand même sur des passages d'espace souvent mono-orientés, qui ont parfois mal vieilli. On en verra quelques exemples avec finalement le passage à des bouts de villes davantage mixtes, qui font quartier, qui font centralité. Et ça, c'est des choses qui sont quand même assez complexes à mettre en œuvre. Donc on est quand même sur des opérations souvent complexes de renouvellement urbain, avec effectivement tout ce qu'on a rappelé tout à l'heure, en matière de pollution, de maîtrise foncière, de cadre bâti vieillissant, et parfois pas toujours facile à diagnostiquer, en matière de prix, de multiplicité aussi des propriétés. Et tout ça, donc, on a le plaisir d'avoir 4 intervenants et intervenantes pour en parler. Donc, on a d'abord Thaïs de Roquemorel. Vous représentez finalement pour nous cette petite bouffée d'air à l'étranger, puisque vous êtes architecte, aujourd'hui basé à Bruxelles, avec votre structure, votre propre structure, mais vous êtes passé aussi à Paris, à Bruxelles, à Zurich. Vous croisez finalement l'architecture, l'urbanisme, la prospective territoriale, et vous avez mené des études hyper intéressantes sur la question des gares comme structurantes pour l'aménagement du territoire, notamment en Flandre. Donc merci d'être présente. On a également Charlotte Girard, qui est aujourd'hui directrice transition écologique et innovation chez SNCF Immobilier. Vous êtes géographe urbaniste, vous êtes passé par la RATP, RFF. Aujourd'hui, SNCF Immobilier, vous vous intéressez à un certain nombre de sujets novateurs, comme effectivement l'urbanisme circulaire, transitoire, l'hybridation des usages, etc. Donc, qui sont aussi porteurs de votre réflexion sur la question des gares et de leur devenir. On a enfin également la chance d'avoir 2 retours d'expérience territoriaux qui nous permettent justement d'appuyer sur cette question de la diversité finalement des approches, de la diversité territoriale, la diversité des solutions mises en œuvre, puisqu'on aura à la fois des choses qui relèvent finalement du contexte francilien assez spécifique aussi, mais la Normandie sera représentée, des choses à différents stades de projet, donc plutôt encore en amont du côté de Lisieux, et puis vraiment dans les derniers volets opérationnels vers Massy, avec vos témoignages. Vincent Binet, vous êtes donc DGS de Lisieux, et vous êtes un historique de ce territoire, puisque vous êtes présent depuis 2002 et vous avez vu justement cette structuration se mettre en place. Vous nous en direz quelques mots. Et Marie Crière, donc vous complétez cette table ronde en parlant du coup notamment de Massy Atlantis. Vous êtes aujourd'hui, je ne suis pas très bonne pour retenir les titres des uns et des autres, donc je vais prendre mes anti-sèches. Mais vous êtes urbaniste de formation, vous êtes passé dans plusieurs structures qui vous permettent aussi d'avoir vraiment une complémentarité dans vos approches, puisque vous êtes passé en collectivité locale, puis vous êtes allé dans de l'opérationnel, donc vous êtes passé par les BARECA, puis désormais vous êtes directrice de la stratégie à Paris Sud Aménagement depuis 3 ans. Donc merci en tout cas à vous 4, merci à l'UNAM de nous avoir associés à toutes ces réflexions. Ça nous permet finalement de cheminer ensemble sur cette nouvelle donne foncière qu'on appelle un peu nos voeux, et où effectivement les aménageurs font partie du maillon absolument indispensable pour la faire advenir. On va commencer avec vous, Thaïs, puisqu'effectivement, je le mentionnais en introduction, vous avez mis en place un certain nombre d'études, et notamment une étude menée à l'échelle de la Flandre, qui permet justement de connecter finalement, ou d'imaginer comment on pourrait connecter la question des gares, du réseau ferroviaire, avec le développement à venir de la Flandre, et donc ce lien entre l'un et l'autre. Donc est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur cette étude, sachant que vous avez quelques slides que je peux également mettre, vous me direz ce qu'il en est.
Oui, donc la question du Transit Oriented Development, donc l'aménagement du territoire autour du rail, c'est un sujet qui me passionne depuis pas mal d'années. Et donc j'ai eu l'occasion de mener plusieurs études en Flandre belge, donc la moitié nord de la Belgique, qui est un territoire particulièrement intéressant parce qu'il pose aujourd'hui beaucoup de challenges. C'est un territoire qui est urbanisé à 30%. À titre de comparaison, la France, je crois que c'est moins de 8%, qui attend une croissance d'ici 40 ans de 1 million d'habitants en plus sur aujourd'hui 7 millions, et qui se pose la question de comment continuer comme ça et comment peut-être repenser la suite de l'aménagement du territoire, comment accueillir ces 1 million d'habitants en plus autour plutôt de leur infrastructure ferroviaire. Aujourd'hui, c'est un pays qui est 100% automobile. Si historiquement il a été développé autour du rail et donc de manière plutôt polarisée autour de environ 300 gares encore existantes, il s'est dispersé avec l'avènement de la voiture, ce qui pose aujourd'hui des enjeux d'artificialisation du sol, de accès aux services pour des populations vieillissantes, d'égalité à l'accès à, disons, tous les services métropolitains, d'inondation, de sécheresse, etc. Et donc le gouvernement flamand a initié déjà il y a une petite dizaine d'années une série d'études sur comment réorganiser son territoire autour de ce réseau existant. Et donc ces études ont permis de mettre en évidence un point assez intéressant, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait que 3% des gens qui prennent le train et que le réseau soit déjà saturé, en fait la moitié de la population habite à moins de 2 km du train. Et donc c'est déjà un point de départ intéressant et un riche atout qui permet d'envisager peut-être des modes de vie autour de ce réseau qui seraient des modes de vie à la fois divers, qui permettent d'habiter autour de grandes et de petites gares, mais qui posent la question de comment aussi améliorer ce réseau et le rendre performant, attractif, disons quelque part la clé de voûte d'un modèle désirable. Et pour faire tout ça, on a regardé aussi beaucoup d'autres territoires qui ont des enjeux un peu similaires et qui sont un peu plus en avance, notamment la Suisse et les Pays-Bas, qui ont une densité de gares remarquables, qui ont choisi d'avoir des réseaux de transport qui desservent toutes les gares. Et donc c'est des réseaux qui vont un peu moins vite, mais qui desservent tout le monde de manière très efficace, et autour desquels se concentrent des urbanismes et des projets de gares remarquables, autant dans les diversités de modes de vie qui les autorisent, que dans la complexité des projets d'aménagement et d'architecture aussi immédiatement liés aux infrastructures ferroviaires. Merci Thaïs. Charlotte, vous représentez SNCF Immobilier aujourd'hui. J'imagine que ces quelques éléments vous inspirent. Du coup, peut-être quelques premières réactions. Oui, merci beaucoup. Enchantée. En effet, alors, vous l'avez pointé, j'étais RATP, RFF, SNCF, toujours sous l'angle de l'immobilier et de l'urbanisme. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il me semble qu'on aborde une nouvelle époque, une nouvelle période où on a beaucoup, ces 15 dernières années, parlé de les interfaces entre la ville, le transport, avec peut-être parfois des vœux assez pieux. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, je qualifierais d'urgence, et où, en effet, nous, SNCF Immobilier, du fait de la propriété de grands terrains, ou en tout cas de beaucoup de sites, puisqu'on sait à peu près 30 000 hectares sur toute la France, présents dans quasiment toutes les villes de France aujourd'hui, mais particulièrement dans ce qu'on appelle les villes moyennes, sur lesquelles on travaille aujourd'hui main dans la main avec Banque des Territoires pour faire émerger, par exemple, du projet. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une urgence et une conscience que c'est des ressources rares, qu'on soit à Vierzon, à Carpentras ou à Louviers, le terrain aux abords de la gare, c'est une ressource très rare pour beaucoup de sujets. Et en fait, ça va être là le point aujourd'hui peut-être décisif, c'est qu'on parle de réinvestir sur la question du ferroviaire, donc c'est aussi des installations nouvelles. On parle de la crise du logement, on parle de la crise climatique, et on voit bien que ces quartiers de gare sont des occasions, des chances assez incroyables de réparation de l'ensemble de ce qu'on vient de pointer. Et nous, c'est là-dessus qu'on veut vraiment insister, c'est d'être vraiment dans la réflexion et l'ingénierie
des choix qu'on va prendre dans les 5-10 ans qui viennent, parce que c'est des points décisifs de ce qui se passera dans le territoire demain. Et donc pour faire cette ingénierie, c'est là où ça devient complexe, je pense que chacun pourra en témoigner. Il y a des métiers nouveaux, il y a des métiers qui doivent être beaucoup plus en transversal dans les prises en compte et dans la mesure. Et aujourd'hui, en effet, ce qui nous travaille beaucoup, c'est comment on mesure notre efficacité, notre performance, parce qu'il y a des nouvelles façons de faire, parce que la durabilité de nos investissements, elle est critique. Et c'est l'ensemble de ces sujets aujourd'hui qu'on regarde pour essayer tous ensemble, justement, de faire le bon choix ou les bons arbitrages. Donc voilà, moi aujourd'hui la question elle est, les quartiers de gare, chance extraordinaire de réparation au XXIe siècle, quel choix on doit faire collectivement selon le territoire dans lequel on va se trouver. Bon bah parfait, on va entendre donc deux exemples de choix d'arbitrage qui ont été faits. Donc Vincent Binet, vous représentez une communauté d'agglomération qui aujourd'hui est qualifiée un peu de XXL et toute récente, qui dispose de 2 gares majeures qui guident votre nouveau projet de territoire. Donc pour le coup, une collectivité qui a un projet de territoire, contrairement à certains exemples de tout à l'heure. Et donc un projet qui est axé sur ces centralités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette structuration et ce territoire ? Alors, tout d'abord, j'excuse M. Aubé, le président de l'Agglo et ancien président du SCOT, qui ne pouvait pas se libérer, il avait un engagement de long terme. Et donc, effectivement, on a un territoire, c'est 1/6 du département du Calvados. Donc, historiquement, 113 communes. On a eu beaucoup de communes nouvelles, donc on n'en a plus que 53. Et pour se déplacer d'une extrémité à l'autre, on est à peu près sur 30-40 km. Donc, pour ceux qui connaissent le sud Pays d'Auge, c'est la voiture et encore la voiture. Et en fait, on a la chance, mais c'est une prise de conscience récente, et on parlera tout à l'heure de l'ingénierie, d'avoir deux gares, une gare de dimension nationale, Lisieux, qui se trouve être sur le chemin de Caen et Cherbourg, mais aussi sur le chemin de Deauville, ce qui facilite un peu d'avoir des trains assez régulièrement. Et on a effectivement la gare historique de Mésidon, qui était un grand centre de maintenance SNCF, et qui, elle, est entre Lisieux et Caen, et donc a une gare qui fait aussi une jonction vers Le Mans. Et si on prend d'ailleurs les cartographies, autant sur Lisieux, au niveau des schémas, vous avez en fait un secteur, l'aménagement était assez significatif. Je ne sais pas si ça va venir. Ouais, encore. Ouais. Voilà. On va voir sur la partie. On parlera du foncier tout à l'heure. La gare est en fait tout en bas à droite, et vous avez le classique du pôle d'échange multimodal, qui est un parc de stationnement à 150 voitures. Et donc tout le travail du schéma directeur, qui va bien au-delà, y compris une friche de 10 hectares, une friche industrielle le long de la voie, en fait tout le travail qui a été fait avec la SNCF depuis 2011 a été de déjà requalifier la gare, donc avec un parking qui a été fait donc de l'autre côté de la voie de 350 places pour justement permettre de la rotation. Le deuxième axe a été l'accessibilité de la gare, puis la rénovation du bâtiment voyageur, et enfin donc on va faire un pôle d'échange multimodal. Alors, dans la période dans laquelle on rentre, c'est un petit peu tendu parce que supprimer 100 places, c'est voilà, pas trop dans l'air du temps, mais sauf que effectivement, avec l'ingénierie, on a démontré, les élus ont été convaincus que c'était l'entrée de ville, parce que vous êtes sur une gare qui a à peu près 900 000 voyageurs par an. Donc forcément, vous avez des gens qui s'arrêtent pour aller à leur résidence secondaire, ou inversement, qui partent de leur ex-résidence secondaire pour venir travailler 1 ou 2 jours sur Paris. Donc ça, et on parlera tout à l'heure de l'îlot Regina, qui effectivement, la gare s'est construite avec, comme du classique, des cœurs d'îlots où en fait il n'y avait rien, ou un no man's land. Et si on passe sur Mésidon, donc l'autre gare, donc ville moyenne, il n'y a pas de carte, donc c'est pas grave. En fait, ville cheminote, qui en fait s'est construite à l'inverse de la gare.
il y avait un grand centre ferroviaire. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu un étalement urbain. Alors, c'est magnifique, Mésidon, je vous invite à venir. C'est une ville tout en longueur, il n'y a aucun bourg. Et en fait, c'est une cité de l'architecture, puisque vous avez tous les types de constructions des années après-guerre jusqu'à 5 ans en arrière. Et en fait, là, ce qui fait qu'on a tout un linéaire de la gare et jusqu'à 2 km qui était un parc, un no man's land. Et petit à petit, parce que le maire, qui est aussi le président de l'agglo, a eu une vision autant foncière que d'aménagement. Et petit à petit, il est venu mettre un pôle de santé, l'école bien sûr, une salle de spectacle. On parle d'une commune de 3000 habitants. Salle de spectacle d'une jauge de 1000 personnes. On a mis, nous, l'agglo maintenant, maison de la petite enfance. Demain, il va y avoir un parc urbain. Et puis après, effectivement, il va y avoir des questions de construction. Et là, on va avoir des discussions avec SNCF, ou en tout cas, on espère. Donc, voilà un peu, en fait. Et ce qui est important, c'est qu'on est passé, et encore une fois, grâce à l'ingénierie et à des regards extérieurs, Sarah le disait tout de suite, c'est d'espaces qui étaient des no man's land à c'est une chance. Parce que, effectivement, Mésidon, par exemple, devient la couronne périurbaine de Caen, qui est une agglomération. Alors à Paris, ici, on est tout petit, mais effectivement, il y a des problèmes de foncier, il y a eu beaucoup d'étalement autour de Caen. Et là, en fait, et c'est le regard extérieur des consultants, la première chose qui les a surpris quand ils sont venus travailler sur le schéma directeur de secteur élargi de la gare, c'est vous êtes à 15 minutes de train du centre-ville de Caen. Donc effectivement une belle opportunité potentiellement à saisir. Marie Crière, vous témoignez là d'un autre type d'opération, celle de Massy-Atlantis. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments effectivement de cadrage, et je vais passer quelques images. Oui, je me faisais la réflexion que c'était intéressant. Alors voilà, je travaille pour Paris Sud Aménagement, qui est historiquement la scène de Massy. Massy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une commune qui est située à une trentaine de kilomètres de Paris, en grande couronne. C'est une commune emblématique parce qu'elle est située à proximité directe du plateau de Saclay. Donc elle a connu un très fort développement urbain, puisqu'on est passé de environ 35 000 habitants à la fin des années, au début des années 2000 plutôt, et on est aujourd'hui à plus de 50 000 habitants. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu des chiffres, voilà. Et effectivement, la gare de Massy accueille depuis 1991 la gare TGV de Massy. Et le maire aime beaucoup dire que c'est la seule gare de France qui dessert toute la France. Bon, alors je vous laisse méditer sur cette phrase qui est vraie. Vous évoquiez des chiffres de fréquentation. Alors nous, on est aux alentours de 6 millions de voyageurs annuels. Donc, c'est sûr qu'on est sur d'autres échelles. C'est pas pour faire... Non, mais voilà, c'est juste pour dire qu'on est vraiment sur un pôle qui est très structurant. Et effectivement, je voulais un peu aussi dire ça en préambule, parce que on a pu échanger quand on a préparé cette table ronde. Le cas de Massy est quand même assez particulier, parce que justement, il présente toutes ces caractéristiques un peu spécifiques, la proximité de la région parisienne, le fait qu'on est en région parisienne, ce pôle multimodal très important. On est d'ici moins d'un an à 10 minutes de l'aéroport d'Orly, on a la ligne 18 qui va desservir, etc., etc. Ce que l'intervention précédente me faisait penser, c'est que, en fait, malgré tout, on se pose quand même un peu les mêmes questions. Et on est quand même au congrès de l'Union nationale des aménageurs. Je trouve que, en fait, ces quartiers de gare, ils posent vraiment la question du rôle que nous, en tant qu'aménageurs, on peut jouer. Et sur le rôle, en fait, aussi de la maîtrise foncière en fait, comment on traite ces quartiers de gare qui sont quand même assez particuliers. Et ce que je trouve un peu, ce qui sous-tend n'importe où les quartiers de gare, que ce soit dans un pôle très très important ou dans un pôle plus modeste en termes de nombre, c'est que finalement on est amené à traiter
avec des acteurs différents par rapport à des opérations d'aménagement que je qualifierais de classiques. Et en particulier avec la SNCF, en Ile-de-France avec la RATP, avec des grands comptes, parce que historiquement, on avait aussi les gares qui desservaient des grandes entreprises, des grandes emprises logistiques, etc. Et le cas de Massy, mais je pense qu'on développera un peu plus tard, c'est que la gare TGV arrive donc en 1991, et elle dessert non pas la mairie de Massy et le centre-ville comme on pourrait l'imaginer, mais en fait une zone d'activité économique, donc qui est la zone d'activité économique des Champs Ronds à l'époque. Alors si vous pouvez remettre juste celle d'avant. Donc on est vraiment sur des emprises foncières, vous voyez, typiques. On dirait qu'on a supprimé les voiries, mais non, c'était vraiment comme ça. Hein. Je veux dire, il n'y avait vraiment pas d'espace public et de voirie. Enfin, donc on est vraiment dans la zone d'activité économique pur sucre. Donc là, en 2002. Et vous voyez, c'est vraiment la quintessence du métier de l'aménageur. C'est comment en fait on crée de la ville sur un endroit. Enfin, comment justement on crée cette intensification urbaine qu'on a évoquée aussi lors de la première table ronde tout à l'heure. Et donc on passe d'un état à l'autre. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se pose collectivement, c'est comment on crée les conditions en fait pour passer d'un état à l'autre en tant qu'aménageur. C'est parfait, on dirait que c'est préparé. Vous me passez la transition pour effectivement la suite de cette table ronde. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans nos discussions, c'est finalement, effectivement, quel est le rôle de chacun, sa délimitation, mais aussi ses responsabilités. Quels sont ces différents acteurs assez spécifiques aussi à ces quartiers de gare ou à ces fonciers autour des gares. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même tout un enjeu à réussir finalement à se doter d'une ingénierie qualifiée pour mettre en place finalement ces projets complexes qu'on veut dans une dimension effectivement de mixité, dans une approche globale qu'on a également appelée de nos voeux dans cette première table ronde. Donc avec vraiment tout un sujet aussi de restructuration. Donc à partir de là, effectivement, il y a cet élément de comment on s'arme, comment on s'organise pour mettre en place finalement une réflexion, puis une opérationnalité de cette restructuration des fonciers de gare. Donc Vincent, vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors, effectivement, elle est importante parce que si on prend l'exemple du projet gare, en 2011, l'étude AREP, filiale de la SNCF, pour déterminer les 4 volets et vraiment la concrétisation 7-8 ans après. Quand je parle concrétisation, c'est juste la phase 1. Et donc il faut effectivement des acteurs autour de la table. Et moi, alors, comme effectivement ça fait un petit moment que je suis sur le territoire, je me rappelle de la frustration de mes élus lors de l'élaboration du premier SCOT, où ils étaient relativement ambitieux pour le territoire, parce qu'on a toujours, où ils avaient toujours le sentiment d'être un territoire en creux. On était l'arrière-pays de Cœur-Côte-Fleury, on était l'Interland de Port-de-Mille, et de temps en temps on nous disait que c'est super parce qu'on sera la réserve d'Indiens. Et donc en fait ils avaient envie d'exister par eux-mêmes, et donc ils avaient un projet assez ambitieux sur le Sud Pays d'Auge. Et en fait la frustration elle est venue de ok, on est ambitieux, et qui va mettre en œuvre? Et à l'époque il y avait un pays mais qui était sur tout le territoire, et puis bon, je sais pas s'il y a encore des parlementaires, mais il était trusté par des parlementaires qui n'avaient pas compris le sens de l'intercommunalité. Donc en fait, voilà, c'était pas le bon outil. Et il a fallu la loi NOTRe pour que, effectivement, sur le périmètre du SCOT, il y ait cette transformation et cette création de communautés d'agglos. Et effectivement, ça c'est apparu un peu comme l'alpha et l'oméga. Sauf que je vais vous donner une anecdote. Donc on a préparé toute une année l'acte fondateur de l'agglo, donc 2016, et tout à la fin, on avait un copil ressources humaines, et il y a un maire qui me demande, puisque j'étais le DGS de la plus grosse interco à notre échelle, et donc naturellement j'étais sûr d'être DGS pendant 6 mois. Et là il me demande, mais monsieur Binet, comment vous allez faire? Parce qu'en fusionnant 5 communautés de communes, vous allez avoir trop d'agents. Vous allez avoir des doublons. Et donc, comme on s'entendait bien avec la consultante qui nous suivait, je lui ai dit de ramasser son organigramme qu'elle devait sortir, où il y avait la création de X postes,
Et en fait, il a fallu 2 ans pour qu'on arrive à présenter un organigramme et effectivement à parler d'aménagement. Alors, juste l'anecdote, là, tout à l'heure, en prenant le café, j'ai pris un sacré coup de vieux, parce que j'ai échangé avec Philippe Schmitt du temps où il était à l'Association des communautés de France, où on parlait d'ingénierie, où on parlait de PLUI, et effectivement, les travaux de la DCF ont permis aux élus de se nourrir, et effectivement, ça a été vraiment un facilitateur, et assez naturellement, en fait, on en est venu à effectivement basculer sur le PLUI au niveau de l'intercommunauté autour de Lisieux. Et il se trouve que donc la chargée de mission de l'époque est dans la salle, donc on se rappelait des souvenirs tout à l'heure. Et on est passé d'une chargée de mission où on a fait des prospectives sur ce que serait l'idéal avec une direction de l'aménagement, une direction opérationnelle, avec du foncier, responsable de foncier, etc. Et là, j'ai avec moi la directrice de l'aménagement qui, grosso modo, a un service maintenant, ADS compris, d'une 15-20 personnes. Et en fait, l'ingénierie qu'on n'a pas trouvée en interne, on l'a trouvée aussi en externalisant, en s'appuyant sur le PFN qui, en Normandie, a fait un gros travail et a fait un zoom et des dispositifs spécifiques sur les secteurs gares. Et donc, effectivement, ils ont amené des cabinets qui... non, j'allais faire du parisianisme ou de l'anti-parisianisme, mais en tout cas, des cabinets qui n'étaient pas hors sol et qui ont bluffé parfois les élus parce qu'ils connaissaient aussi bien que leur territoire, notamment sur Mésidon. Donc, et l'ingénierie a été complétée par aussi, le PLUI a été fait par l'agence d'urbanisme de la région du Havre. Et donc, effectivement, en emmenant nos élus dans des séminaires, en ayant un regard extérieur, ça permet effectivement de faire évoluer, et c'est indispensable pour pouvoir parler avec l'ensemble des partenaires qui font de l'aménagement. Indispensable, mais effectivement un sujet de longue haleine, au long cours. Thaïs, vous connaissez relativement bien le cas français, mais vous avez aussi donc ces contrepoints étrangers relevant plutôt d'un système fédéral. Quelles sont, finalement, vos observations à formuler à ce stade en matière notamment d'ingénierie, d'acteurs clés sur ces fonciers? Donc c'est vrai que c'est le cas que je connais le mieux, la Flandre ou la Belgique en général, ça fonctionne de manière très différente. Le territoire il est aménagé par le privé, il y a très peu de mécanismes de régulation sur l'aménagement, c'est ce qui fait qu'on est à 30% d'occupation du territoire aujourd'hui, mais ce qui en fait aussi un cas intéressant. Et donc les opérations aujourd'hui sont essentiellement développées par le privé, qu'elles soient grandes ou petites. Avec des mécanismes plutôt de négociation et d'encadrement, avec un focus assez important sur la qualité. Et donc on met en place des chambres de qualité qui permettent de mettre autour de la table des acteurs qui viennent de champs ou de disciplines différentes. Donc ça c'est quelque chose qui monte un peu en puissance mais qui est encore un peu timide. On voit des projets qui mettent en place l'ingénierie de projets complexes mais qui sont pour l'instant essentiellement focalisés sur des projets d'infrastructure, et donc, quelque part, je vais utiliser un mauvais mot, mais kidnappés par le domaine du rail, quand on parle des gares, et encore très peu avec une dimension urbaine, ou qui s'attache à la qualité de l'espace urbain et à l'intégration avec l'espace de la ville, l'espace public, les espaces résidentiels, etc. Mais en tout cas, il y a une très très forte envie, demande et recherche pour arriver à constituer ces projets dits complexes qui permettent de faire l'articulation entre donc l'infrastructure et la ville. Et on sait que, par ailleurs, on va regarder des exemples qui sont particulièrement stimulants, inspirants et enthousiasmants et qui nous laissent présager de choses assez merveilleuses. De nouveau, les Pays-Bas et la Suisse, ils sont magiques pour ça, mais avec des acteurs qui intègrent les volets immobiliers et ferroviaires et qui, depuis des décennies, développent des projets de gare qui ont un rôle citoyen, public, urbain très très fort, qui sont des gares parfois dans des milieux ruraux, qui sont capables d'amener des services à la population, qui jouent un rôle de petite centralité là où les centralités ont disparu, etc. Et donc on a des exemples plus ou moins gros, comme
peut-être la gare de Breda aux Pays-Bas est assez incroyable. C'est une très très grosse gare, mais qui est une petite ville en soi. Le résultat de l'intégration de politique de logement, politique de commerce, politique de services citoyens, civiques, etc. Avec donc une approche globale et parfois donc un acteur un peu pivot qui arrive finalement à coordonner ces différentes dimensions. Charlotte, j'imagine que c'est des choses qui peuvent vous parler côté SNCF Immobilier, surtout que au final vous accompagnez aussi certaines collectivités justement pour faire advenir ces sujets qui sont assez complexes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors justement, on travaille particulièrement sur la question Action Cœur de Ville. On a signé il y a 1 an avec Banque des Territoires un mécanisme qui permet en particulier de travailler les phases d'émergence. Parce qu'il nous a semblé, après un premier cycle Action Cœur de Ville, que le moment du lancement, la première marche était vraiment complexe. Et que souvent, si la première marche n'était pas très bien prise, en fait, on avait ça qui durait tout le long du projet. Et à la fois les acteurs... c'était pas forcément compris sur les objectifs ni sur les contraintes. Donc c'est vrai que nous, on met aujourd'hui l'accent sur ces phases d'émergence. Et ce qui est particulier, c'est qu'on essaie d'avoir aussi des protocoles d'action avec en effet des conventions qui sont signées où chacun clairement liste ses études, son périmètre, son financement et les livrables attendus. Alors ça semble basique en mode projet. En réalité, souvent la première réunion elle est compliquée à organiser parce qu'il y a beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table. Et il peut se trouver que dans certaines collectivités, à la différence de ce qu'on a évoqué précédemment, il n'y a pas les services en nombre suffisant pour gérer cette complexité, cette multitude d'acteurs. Et parfois pour aussi piloter de l'ingénierie. Et là, c'est compliqué parce qu'en effet, on ne peut pas se substituer, et c'est vraiment pas la façon de fonctionner. Donc on essaie d'accompagner et de soutenir, financer une partie des études et d'accompagner en effet ce pilotage. Alors souvent, comme c'est des fonciers SNCF, on est les premiers initiateurs, mais ça ne peut pas marcher que en cercle fermé. Et donc c'est toute la complexité sur laquelle nous on bagarre beaucoup. Aussi autour des questions des friches en général, c'est que dans beaucoup d'endroits, les services n'ont pas l'ingénierie ou le personnel pour porter cette complexité. Donc, moi, il me semble que, par exemple, la question des aménageurs publics et de ces territoires, elle est fondamentale, tu l'as évoqué. La question des EPF est fondamentale parce que ce temps d'ingénierie, c'est du portage foncier en réalité. Et donc... très clairement, si on veut aider, je pense, l'émergence de ces projets, c'est à la fois un regard complexe où à chaque fois on se pose bien la question, est-ce que mon réseau d'infra permet le service voyageur attendu? Est-ce que j'ai bien des voyageurs qui arrivent jusqu'au train et qui ensuite puissent facilement quitter la gare et être dans la ville? Alors, souvent dans les grandes villes, on parle de la ville du quart d'heure, peut-être que la ville du kilomètre, ou en tout cas une notion autour des kilomètres et de la distance, elle pourrait être reprise sur ces territoires. Thaïs proposait 2 km d'études. Voilà, donc il y a des débats entre 1, 2, 3, mais c'est intéressant de se dire finalement le kilomètre est aussi... c'est des notions qui doivent revenir. On voit là, le fait d'utiliser de la cartographie, ça a l'air bête, mais c'est des outils qui, sur ces sujets, sont assez fondamentaux. Il y a des cas de figure où on se rend compte que la cartographie a un peu quitté nos pratiques. Et ce que je voulais évoquer, en effet, c'est à la fois ce nécessaire travail en interface. Pardon, j'ai perdu mon idée tout d'un coup. Et la nécessité, dans ces groupes de travail et dans ces conventions qu'on aide à faire émerger, de donner aussi des dates de fin. Ça a l'air un peu, pas si évident que ça, mais se dire, en gros, on a 2 ans pour se mettre d'accord tous ensemble, et si on n'y arrive pas au bout de 2 ans, il y a peut-être une question de fond sur ce projet qui nécessite d'être révisé. C'est aussi une façon j'entendais dans la table précédente, l'horizon 2100, c'est très loin, mais il y a quand même besoin d'avoir des idées sur 2100 pour décider aujourd'hui, tout en étant dans des temps contraints. Et c'est vraiment ce rythme du travail aujourd'hui des études qui a, je pense, été pas mal modifié parce que c'est du long terme, mais en réalité, il faut très vite aujourd'hui qu'on fasse des propositions sur ces territoires.
Le long terme découpé en plein de petits termes au final. Marie, j'imagine que tout ça, ça vous fait réagir sur ce sujet de coordination d'acteurs, du rôle de chacun, et puis peut-être aussi du coup ce rapport que vous aviez avec les acteurs privés, notamment les propriétaires. C'est vrai que je trépine depuis tout à l'heure. Je suis là, Forcément. Et oui, et je pense que tout le monde sera frustré parce que vous aviez tous tellement de choses à dire qu'on aurait pu tenir la matinée sur les sujets. Mais non, je trouve ça intéressant parce qu'on est encore dans une période où on se dit que aménageur public égale portage foncier égale maîtrise publique du foncier. Et en fait, alors c'est vrai qu'on aime bien dire qu'on était avant-gardiste parce qu'au début des années 2000, on a fait donc ce qu'on appelle un dispositif de ZAC par participation. Alors en fait, pour faire simple, je vais peut-être juste raconter en 2 secondes. Donc comme je vous le disais, donc la gare TGV arrive, ok, elle dessert donc cette zone qui est très desserrée et qui est vraiment une zone d'activité économique pur sucre, qui n'a pas d'espace public, qui a naturellement pas d'habitat, enfin bref, une zone de périphérie comme on la connaît tous. Se pose la question, on se dit bon, le maire de l'époque en tout cas se dit bon, ok, on va peut-être faire autre chose que ça parce que de desservir, un pôle gare qui dessert une zone d'activité économique de ce type-là, c'est quand même un peu dommage. Je fais un gros résumé, hein, évidemment, vous imaginez bien que c'était plus compliqué que ça. Bref, on décide de se lancer naturellement dans la modification des documents d'urbanisme et dans la création de zones d'aménagement concerté, puisque c'est l'outil quand même que nous, aménageurs publics, on maîtrise plutôt pas trop mal. Sauf que se pose alors la question de et la maîtrise du foncier. Puisque quand même on a l'habitude en tant qu'aménageur, on achète tout, on fait un grand plan guide, puis on fait du portage foncier pendant des années. Et ça coûte super cher. Et alors en fait, faire une maîtrise du foncier quand il y a déjà des gens sur le foncier et que en plus il y a des activités qui fonctionnent. On en a parlé très rapidement sur la question du commerce lors de la table ronde précédente. Mais en fait c'est abyssal. C'est-à-dire vous avez le prix du foncier, mais vous avez aussi l'indemnité d'éviction du gars qui est sur le foncier, de l'exploitant. Bon, donc en fait ça c'est pas possible. Hein. C'était juste inenvisageable pour la collectivité et pour l'aménageur, donc l'outil opérationnel d'aménagement dont la collectivité s'était dotée, d'envisager ça. Et donc, on a commencé à mettre un peu les bases, justement, d'un dialogue tripartite. Et je pense que c'est un peu ça le sujet dont il faut qu'on parle tous collectivement, de arrêter d'opposer public, privé, les méchants promoteurs, les gentils aménageurs publics, et la collectivité, l'intérêt général. Enfin, je pense que quand même, grosso modo, là, depuis quelques années, collectivement, on peut avancer qu'ensemble. Non, mais on poursuit de toute façon un peu tous les mêmes objectifs. Alors, plus ou moins rapidement, plus ou moins. Néanmoins, voilà, il y a quand même. Et en fait, j'ai retenu un peu des punchlines de la table ronde précédente. Le sénateur Cormier qui disait on ne se fait pas confiance. Mais oui, vous avez tellement raison. L'aménagement, c'est un contrat de confiance entre l'élu local et l'aménageur. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est aussi un contrat de confiance en fait avec tous ceux qui composent la chaîne de valeur. Donc en fait, c'est pas que l'aménageur, c'est l'aménageur et tout ce qui vient avec l'aménageur. Donc les promoteurs, les urbanistes, les paysagistes, enfin bref, tous ceux qui vont contribuer. Et Claude Bertolino a dit la sobriété ne passe pas forcément par une maîtrise publique du foncier. Ouais, évidemment. Parce qu'en fait, un propriétaire privé, il peut avoir un intérêt à densifier. Et il peut être accompagné, alors sans doute pas tout à fait pareil qu'en Flandre, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes habitudes de projet, etc. Je ne sais pas si c'est possible de passer, je pense qu'il y a la manière dont on a bossé, donc bon, ok, avant, après. Voilà, juste pour illustrer de manière hyper concrète, donc comment on a fait à Massy. C'est-à-dire qu'en fait, je le disais, c'est particulier Massy, parce que évidemment, la gare TGV, ça rendait ce foncier hyper bankable. Bon, je pense qu'il y a quand même d'autres endroits en France où les gares rendent aussi le foncier bankable, et Charlotte le disait juste avant. Donc, le propriétaire et l'exploitant du site, pour lui, ça revêtait un intérêt de venir densifier en fait, sa parcelle qui était tellement détendue. Et vous voyez l'ambiance, une grosse boîte à chaussures, une grosse nappe de parking, on se gare devant et surtout, on ne fait pas plus de 10 mètres entre sa voiture et son bureau. Bon, je pense qu'il y a des modes de vie aussi qui évoluent dans la société. Et donc, on a, bon an, mal an, en fait, constitué ce quartier. Donc là, ça fait plus de 20 ans maintenant, mais bon, on parle de 100 hectares, hein, donc c'est quand même 100 hectares de transformation, c'est quand même important. Et on a permis, du coup, d'aller capter de la valeur.
puisque bien sûr, quand on vient densifier, quand on vient construire du résidentiel, quand on vient en fait modifier et finalement faire ville sur un foncier qui n'était pas vraiment de la ville, qui était un foncier monofonctionnel, et ben ça crée de la valeur. Et cette valeur-là, elle permet de faire notre métier d'aménageur, à savoir construire des espaces publics, construire des équipements publics, et en fait créer les conditions en fait, tout simplement de l'émergence de la vie et de l'accueil des vrais gens, comme on aime bien le dire. Et voilà. En fait, je pense que vraiment il faut vraiment arrêter avec cette espèce d'opposition. On peut pas discuter, on peut pas. Et c'est vrai qu'on a encore en France, je suis bien d'accord, cette espèce d'habitude. Alors moi, en plus, avant, je travaillais à l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, donc j'ai vraiment changé un peu de logiciel aussi, puisque à Paris Sud Aménagement, on a finalement depuis 20 ans cette grosse habitude de discuter, d'être dans de l'urbanisme qu'on qualifie de négocier. Bon, en fait, en gros, on se pose autour de la table pour un peu échanger. Et en fait, on n'est pas dans ces trucs de consultation à pli fermé, et puis personne dit rien, et puis le jour où on s'arrache, tout le monde s'arrache pour faire des réponses incroyables, puis après on ouvre le truc, puis il n'y en a qu'un seul qui gagne. Il y a un moment, c'est un peu usant, quoi. Voilà, moi je suis assez... je porte un peu aussi... C'est un véritable cri du cœur. Le fait de pouvoir un peu... c'est intéressant. En fait, les intelligences, elles sont partout, quoi. Elles sont pas que chez le public, pas que chez le privé. Et c'est intéressant de trouver. Et on poursuit. Tout le monde, en fait, a un intérêt à ce qu'on discute au moment même de l'élaboration du projet, et pas forcément une fois que le truc est achevé. Et cette démarche itérative, en fait, elle est déterminante pour la réussite des projets. En fait, c'est fini les villes nouvelles, quoi. Désolé de vous l'annoncer comme ça. Et, la ville, c'est de la sédimentation, et la sédimentation, c'est des discussions. Donc voilà. J'arrête. Non, mais on sent que c'est porté, qu'il y a quasiment un acte militant au sens noble du terme sur en tout cas la nécessité de dialoguer multi-acteurs, etc. Vincent, vous avez fait un autre choix, effectivement épaulé par l'EPF Normandie en matière de maîtrise foncière, bon aussi dans un autre contexte territorial en matière de valeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors bref. En fait, la chance du territoire, c'est que pour le coup, on a un président maire qui est convaincu que la maîtrise de l'aménagement, c'est la maîtrise du foncier. On est à Mésidon, à Lisieux, donc il n'y a pas la même tension foncière. Mais on sent que la tension foncière vient, et ça, j'en parlerai après. Et du coup, effectivement, ce qu'il a fait à Mésidon, ou avec un schéma directeur qu'il a fait grosso modo il y a 15 ans, il a acquis différents biens, et effectivement, du coup, c'est beaucoup plus facile pour donner une dynamique, et après, la dynamique fait que ça entraîne. Et la première chose qu'il a fait donc en 2017 sur l'îlot Regina, donc sur Lisieux, c'est que vous avez Regina, en fait, c'est un hôtel qui vous avez le premier carré orange quand on part du bas, là, avec toute la maîtrise foncière autour. Et en fait, donc voilà, là, et c'est un hôtel qui donc il y a eu un incendie avec la mort de 2 personnes. Et donc c'est une friche depuis longtemps. Alors on peut revenir aussi sur les discussions ABF qui nous dit que c'est magnifique et que c'est l'art, je sais plus quoi, mais bon, a priori c'est plus, la structure tient plus la route. Et donc en fait, Monsieur Aubé a été négocié de gré à gré avec un promoteur qui avait eu un tuyau comme quoi il y avait peut-être un coup à faire. Le coût à faire, effectivement, il a dû acheter l'ensemble moins de 100 000 euros, et son prix d'appel quand on a commencé les négociations était à 1 million. Finalement, ça s'est négocié à 700 000 parce que effectivement, ça représente presque tout le cœur, et presque 5000 mètres carrés. Et alors, vous imaginez dans une communauté de communes, communauté d'agglos issue de communautés communes avec des élus relativement ruraux. Dans le pays d'Auge, c'est assez, comme partout, on tient ses sous. Et là, dire, alors, je vous propose d'acheter pour 700 000 euros un bien on avait un schéma directeur, mais voilà, qui peut-être dans 10 ans nous permettra d'aménager.
Et en fait, à force de travailler, effectivement, les élus ont été embarqués. Et à partir du moment où il y a eu ce choix-là, donc on l'a acheté en propre parce que comme on était en dehors du prix des domaines, le PFN ne pouvait pas porter. Mais par contre, on a une convention de portage foncier avec le PFN. Et donc, petit à petit, le orange et le jaune, c'est ce qu'on maîtrise en termes au niveau des collectivités. Et on a vu, en fait, avec cette dynamique, que des propriétaires venaient nous voir pour dire « j'envisage de vendre ». Donc plutôt que perdre mon temps à trouver un acquéreur et me faire préempter, autant qu'on discute tout de suite du montant. Et effectivement, ça a donné une valeur et ça a évité aussi que ça s'enflamme. Donc c'est vrai que voilà, le foncier maintenant, c'est une richesse pour l'étape d'après, discuter avec les aménageurs. Et ça, c'est la partie d'après. En tout cas, cette dimension de négociation, effectivement, je ne sais pas, Charlotte ou Thaïs, laquelle de vous deux souhaite réagir en premier sur cette... Non, mais ce que je trouve assez intéressant aujourd'hui, c'est que dans les territoires sur lesquels on peut travailler, je pensais à Montluçon, en Berrieux, c'est vraiment des endroits qui ont en effet un passé ferroviaire très lourd, très fort. Et ça, quelque part, c'est l'histoire du territoire français. Et cette réparation de ce territoire, elle est à la fois une chance et un coût. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les demandes qu'on peut avoir, les collectivités viennent nous voir désormais aussi pour des sujets de renaturation, de retour de la pleine terre. Il y a une grosse préoccupation qui monte très très vite sur la question de l'inondabilité des territoires. Et c'est vrai qu'on a travaillé là depuis 1 an et demi sur la question de la vulnérabilité au sens adaptation au changement climatique. On a cartographié les 8000 sites de la SNCF pour évaluer leur vulnérabilité. Et il est évident que la façon dont on voit notre territoire va très vite être modifiée. Ça a été dit à la table ronde précédente. Le fait que le PNAC porte le fait que les PLU intègrent les trajectoires climatiques, c'est un changement, c'est une révolution. C'est réellement une révolution si on essaie aujourd'hui de faire des schémas de planification. Et face à ça, ce qui nous semble très important de porter, c'est cette question du renoncement éventuellement à certains sujets, et aussi de l'économie absolument drastique dans laquelle, en termes de consommation de foncier, consommation de matière, consommation d'énergie, il faut essayer de se mettre très très vite, non pas uniquement pour avoir des labels, et voilà, mais parce qu'en réalité, l'habitabilité, la viabilité de ce qu'on va reconstruire dans ces territoires va dépendre de ces réflexions aujourd'hui sur la consommation de ces bâtiments, la façon de fonctionner. On l'a pas évoqué, mais il y a aujourd'hui pour justement les grands acteurs publics tout un ensemble de ce qu'on appelle de performance durable, taxonomie, CSRD, qui fait que tous nos bilans aujourd'hui passent dans ces grilles d'investissement divers, mais qui sont pas que divers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit apporter la preuve quand on réalise des investissements sur des sujets de transition écologique. Et ça change quand même beaucoup la donne. Ça veut dire qu'un territoire qui est capable d'assurer ou de conforter un acteur économique sur son engagement peut-être de décarbonation ou en tout cas de traitement de cette question du climat, c'est quelque chose qui, je pense, pour des acteurs économiques demain, peut avoir une valeur intéressante par rapport aux investissements qu'ils ont à réaliser. Et je pense que là, il y a en effet des passerelles à tracer entre les acteurs publics et les acteurs privés sur comment on décide des investissements, ce qu'on a tendance à parler d'externalités positives, mais qui en réalité sont les fondements du fait que demain ces quartiers fonctionneront. Et c'est plus du tout, j'allais dire, des choses qui peuvent être vues acteur par acteur, parce qu'on peut se retrouver quand même dans des situations où chacun ayant voulu faire du mieux possible, l'aménageur a fait du mieux possible, l'architecte a fait du mieux possible, l'entreprise de transport a fait du mieux possible, et puis en fait, toutes ces petites interfaces, les petits plots, les espaces publics, pour X raisons, c'est pas là où on a le plus mis d'intelligence. Or, c'est là où ça fonctionne pas, et on voit vraiment des sujets comme ça d'interfaçage. Et c'est vrai que la gouvernance du coup de ces projets, enfin le fait d'être d'accord sur la façon dont on va piloter ces projets, et c'est là où en effet les aménageurs ont une expérience de ce pilotage transverse, et je pense que c'est en effet un des métiers demain de l'aménageur de travailler sur ce type de territoire.
Et on laissera la parole à Thaïs. Mais alors, en 2 mots, puisque je vais... Je vais juste réagir en 2 mots en disant, en fait, ça pose vraiment la question de la valorisation extra-financière des opérations qu'on porte. Tout à fait. Et comment on pourrait l'inscrire dans un bilan d'aménagement. Qu'est-ce que ça signifie, en fait? Et comment on fait le deuil des valeurs passées? Oui, tout à fait. Et c'était un peu une conclusion possible. Thaïs, je vous laisse réagir. Peut-être très rapidement sur la question de la négociation, de l'urbanisme négocié. C'est vrai qu'il y a une culture un peu particulière en Belgique. C'est un peu le pays du consensus et de se mettre autour de la table et d'essayer de dépatouiller des situations indépatouillables. Et donc, il y a des... ça fonctionne... chaque projet ou chaque grand projet fonctionne selon des réunions de projet qui rassemblent autour de la table les autorités délivrantes des permis, les autorités qui sont responsables de la stratégie à l'échelle régionale, les aménageurs quand il y a aménageurs, les privés quand c'est des opérations portées par le privé, et tout autre interlocuteur responsable des politiques environnementales qui pourraient être concernés par le projet. Et donc le projet, il n'a pas de règles de base a priori, simplement c'est une série de revendications amenées par les différentes parties qui sont confrontées les unes aux autres, qui sont en général insolubles, jusqu'à ce que ce soit résolu plus ou moins habilement, dans un laps de temps plus ou moins long, pour arriver à une solution de projet. Donc, en effet, il y a des projets qui aboutissent pas ou qui n'arrivent pas à concilier les parties. En revanche, on arrive à aussi aboutir à des projets qui sont intéressants en termes de solutions assez innovantes, puisque un cas particulier qui requiert des qualités spatiales, techniques, etc. Particulières, va aboutir à un projet en fait pilote pour d'autres projets. Voilà pour la culture de la négociation. Je vais peut-être tendre la perche à quelques mots de conclusion. Je ne sais pas si en matière de questions de salle, on sera autorisé en matière de timing sur ce qui sera possible de faire. En tout cas, je vous remercie pour ces différents témoignages et échanges parce que je trouve que ça continue à enrichir les débats qui ont déjà commencé, notamment ce matin. Je trouve qu'effectivement, on se rend compte qu'on est là quand même dans des bifurcations importantes aujourd'hui. Enfin, on a eu des mentions autour de l'urgence, du changement climatique, etc., qui sont assez fortes, et un changement d'habitude de vie où les gares peuvent être un des vecteurs de la future habitabilité de nos territoires. En tout cas, que cette habitabilité est une boussole possible, un cap, et que tout ça, ça mérite quand même des choses à court terme en matière de méthode, de changement de métier, de coordination, de mission et rôle de chacun, qui est important avec chacun ses responsabilités. Je vais peut-être vous proposer de dire 2 mots chacun, ou 3 mots chacun, avant de passer la parole à 1 ou 2 questions dans la salle. Qui souhaite se lancer peut-être sur ce que vous retenez, vous, en repartant de cette table ronde? Quels sont les 2-3 mots importants? Peut-être une forme d'économie d'échelle. C'est ce que j'ai pu voir, et je me rends compte de la chance qu'on a eue peut-être dans cette réflexion à l'échelle d'une région très grande, et de réfléchir à 300 gares en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de sobriété et de vases communicants, et de mesurer quelles fonctions, quels espaces sont consommés où, et comment on peut habiter le long d'une ligne et partager un certain nombre de fonctions. Donc quelque part, cette réflexion un peu dézoomée, élargie, et un passage par la cartographie qui nous permet de nous rendre compte d'atouts en fait qui étaient sous nos yeux très importants, mais pas forcément visibles, et qui apparaissent quand on dézoome à cette échelle. Je vais filer la question des échelles, parce qu'il me semble que, et on a beaucoup parlé aussi de pédagogie, et il me semble que c'est pas pareil de discuter un foncier avec SNCF Immobilier ou avec monsieur machin qui est propriétaire depuis 3 générations du foncier. Et en fait, je pense qu'il y a un sujet pédagogique dans les 2 sens. Parce que discuter avec SNCF Immobilier, parfois ça peut être très compliqué pour des petites communes, parce qu'en fait on n'a pas le bon contact, le machin, le truc. Et inversement, je pense qu'il y a vraiment un sujet de comment on arrive à avoir un discours commun et à s'adresser de la même manière. Parce qu'en fait, finalement, le bien commun de tout ça, c'est le foncier, et comment on arrive à faire muter ce foncier, et donc du coup à pouvoir un peu naviguer entre ces différentes échelles et de projets et d'acteurs en fait avec lesquels on discute. Non, j'essayais de voir si on arrivait à synthétiser tout ça, mais je me disais, on est quand même devant une ampleur considérable.
Et c'est vrai que souvent on dit on a vécu l'âge de l'aménagement du territoire, maintenant c'est l'âge du ménagement du territoire, mais les règles de base restent les mêmes, c'est-à-dire qu'on a un vrai grand sujet de financement. Il y a un rapport qui est sorti, je crois hier ou avant-hier, de députés sur pas mal de propositions autour de la fiscalité. Il est peut-être le moment de parfois commencer à avoir ces réflexions parce que en réalité, l'ampleur de la tâche est vraiment considérable. Enfin, alors après, si on parle que entre guillemets sur la partie SNCF Immobilier, c'est à peu près 2000 hectares qu'on a identifié à faire muter rapidement. Avec des ressources réduites et dans des territoires, encore une fois, qui n'ont pas toujours les équipes nécessaires pour porter cette complexité. Et donc on commence à réfléchir vraiment à des sujets de mutualisation qui nous semblent absolument nécessaires et peut-être qu'il faut aller sur de la mutualisation aussi de portage financier sur des temps beaucoup plus longs. Et bon, ça c'est un appel, on travaille aussi avec des investisseurs type Banque des Territoires, Caisse des Dépôts et d'autres, mais certainement qu'il faut qu'on se remette sur des temps beaucoup plus longs de projet pour réussir à financer l'ampleur de la tâche qui est juste là. Je pense que ça peut vous donner des idées de quelques mots de conclusion. Non, mais ce matin, j'ai beaucoup entendu cette volonté de gagnant-gagnant. Moi, je serais tenté de dire chiche. Parce qu'effectivement, il faut qu'on invente... Alors, je dis volontairement « on ». Non, je vais pas la faire, celle-là, de ce qu'on dit chez nous quand on dit « on ». Mais en fait, le collectif qu'on a été, on a été au plus simple. Et parce que c'était facile pour des agriculteurs de vendre du foncier parce que ça leur apportait un pécule pour la retraite. Et puis, c'était plus facile, ça allait plus vite pour urbaniser, etc. Et en fait, il nous reste le plus complexe. Et le plus complexe, en fait, ça nécessite de l'intelligence collective. Et ça a été dit tout à l'heure. Et l'intelligence collective, c'est l'humain. Et effectivement, c'est ce qu'on se dit aussi, c'est comment on se met tous autour de la table. Donc, je sais pas, je dois avoir des origines belges, parce que effectivement, ça prend plus de temps, mais les solutions sont plus innovantes. Et parmi les évolutions, je parle pour un territoire rural, le travail qu'on a fait auprès de nos élus, c'est qu'ils prennent conscience que, effectivement, alors on n'est pas forcément toujours content de l'aménageur public qu'il y a sur le département et la région, mais nos élus ont pris conscience qu'il y a des aménageurs privés et que c'est normal qu'ils fassent des marges et que s'ils font pas de marge, de toute façon, ils feront plus d'opérations. Et donc, par contre, quand on parle de gagnant-gagnant, c'est que, effectivement, on réfléchit, et j'étais content d'entendre. Alors, j'avoue que je ne suis plus les propositions parlementaires, les projets, les amendements, les machins. J'attends que la loi soit définitive, et encore, elle est souvent remise en question 6 mois après. Donc, mais si, effectivement, on a des permis d'aménager multisites, à une époque, avec la URH, on parlait de ZAC multisites, mais dans l'esprit de soyons gagnants-gagnants, c'est-à-dire c'est pas les aménageurs privés ou publics prennent les opérations qui sont très bankable et tout ce qui est très coûteux, c'est pour le public, parce que de toute façon, on n'en a plus les moyens. Donc il faut effectivement trouver d'autres solutions. Et je pense que la richesse de l'intelligence collective peut permettre ça. Si je puis me permettre juste un dernier mot, ouais, c'est aussi, et je vous remercie pour l'invitation, parce que le fait que vous ayez invité dans votre congrès une communauté d'agglos de 77 000 habitants, avec une ville moyenne, et alors moi à mon échelle il y a 5 pôles relais, mais je parle de 5 000 habitants à peu près, mais ça montre aussi que je pense que, et on le sent, que les aménageurs, les opérateurs se tournent vers les villes moyennes et que venez effectivement dans les villes moyennes. Il y a de l'ingénierie, on sait structurer. Je dis on parce que je fais partie de l'association des directeurs de communautés de France et effectivement, à force effectivement d'entendre, de participer dans les colloques, il y a une vraie ingénierie qui s'est créée ou alors on sait la chercher auprès des partenaires. Et donc on peut échanger avec vous et il y a vraiment un potentiel énorme
Et juste pour finir, j'ai fait un pari avec Sarah. Je dois repartir avec 4 ou 5 cartes de visite d'aménageurs. Me faites pas perdre.